c'est moi, Maude. J'espère que tu vas bien. Je prends un petit moment pour te souhaiter la bienvenue si t'es à l'écoute de tes premiers épisodes. J'en profite aussi pour remercier les fidèles, oui, toi, cher fidèle auditeur, qui écoute le podcast depuis plus longtemps. J'espère de tout cœur que les discussions te nourrissent, t'inspirent, te font découvrir et voir le monde sous différents angles. Aussi, très bonne nouvelle, la communauté continue de s'agrandir. Ça, pour vrai, ça me remplit de joie. Et ça, à chaque semaine. Alors, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre Go Wild sur Instagram, go.wild. Et je partage de plus en plus de contenu, autant sur les entrevues, les invités que sur le voyage en général. Je t'invite aussi à t'abonner sur ma chaîne Maude on the Go pour voir l'entrevue, donc vraiment l'enregistrement visuel. C'est toujours le fun d'entendre des voix, mais des fois, de mettre un visage, ça peut être d'autant plus le fun. Puis, je te rappelle aussi qu'il y a des petites actions qui font tellement une grosse différence, OK, pour permettre à Go Wild de rayonner davantage, d'agrandir la communauté. Tu vois le portrait. Premièrement, de laisser une note sur Apple Podcast, OK, un petit 5 étoiles avec un commentaire si le cœur t'en dit, parce que je t'avoue que je les lis tous et que ça me fait toujours très chaud au cœur de savoir ce que tu as apprécié. Deuxièmement, un screenshot de l'épisode. Si tu as vraiment eu un aha moment, tu as quelque chose qui t'a inspiré, je t'invite à screenshot, mettre ça en story, taguer Go Wild et Maude on the Go. Puis moi, ça me permet de connecter directement avec toi, puis de repartager à mon tour. Et finalement, si tu penses qu'il y a un épisode qui pourrait inspirer quelqu'un autour de toi, que ce soit conjoint, ami, famille, je t'invite à le faire. Encore une fois, ça permet au contenu, à Go Wild, de rayonner davantage. Alors sur ça, c'était mon petit mot pour toi aujourd'hui. On retourne à l'épisode. Nicolas s'est trouvé à devenir indépendant très jeune. Il commença son épopée de backpacker à 17 ans et quitta le nid familial pour aller faire ses études universitaires en Irlande puis aux États-Unis. Alors aux études, il commença à travailler en marketing expérientiel, domaine qui deviendra sa profession, sa seconde passion après le voyage et dans lequel il ira chercher beaucoup d'expérience. D'abord à titre d'ambassadeur, puis rapidement comme coordinateur, directeur et VP. Son travail lui permettra de voir des parties du monde, mais pas toujours au rythme souhaité. C'est ce qui l'amènera à tout quitter plus d'une fois afin de faire du voyage sa priorité. All right, alors bon matin pour toi, bonsoir pour moi, Nicolas, comment ça va? Ça va. Fatigué, il est tôt. Oui, c'est ça, on a vraiment une bonne différence d'heure, comme on le disait tantôt. On a quoi? On a 13 heures, 14 heures? En ce moment, on en a 11. On a 11, mais des fois, c'est plus que ça. Je te remercie énormément. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast numéro 20 de Go Wild. Tu as toujours été dans ma mire. Tu es quelqu'un qui voyage énormément et ça depuis un très jeune âge. Tu étais un backpacker, là. Écoute, forcené. Tu as fait, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit que tu as fait 99 pays. Et tu continues de compter. Je compte moins qu'avant. Ouais. C'est un peu ça la clé. C'est moins un target qu'avant d'en faire plus. Mais oui, je suis rendu à 99 en ce moment, oui. Exactement. Puis là, juste pour nous expliquer, pour mettre les gens en contexte, tu nous parles de où, Nick? En ce moment, je suis au Cambodge, à Phnom Penh. OK. Excellent. Puis ça fait quand même plusieurs mois que tu es là, dû à la situation actuelle comme on la connaît. Mets-nous un petit peu en contexte. T'es arrivé quand en Asie, puis depuis quand tu es au Cambodge? Je suis arrivé en Asie en septembre dernier. Je suis au Cambodge depuis novembre. Puis à la base, je viens ici pour 2-3 semaines. Je tombe en amour avec le pays. Puis je suis encore ici. Puis on va s'entendre, le COVID n'a pas aidé, là, mais comme endroit pour être coincé pendant le COVID, là, je pense pas que je peux penser à un meilleur endroit que ça. Ici, la vie est normale. Non, c'est ça. Explique-nous, quand tu dis la vie est normale, c'est pas de masque? C'est quoi? Qu'est-ce qui est normal? Peu de masques. Même pour l'Asie, des masques, il y en a tout le temps partout. Là, tu vas te promener à Bangkok en plein milieu de l'été. Normalement, avec la pollution, les gens emportent des masques. Mm-hmm. Et il y a quelques masques ici et là. Il y a des endroits qui t'obligent à emporter un si tu veux rentrer. Mais les écoles, ils vont réouvrir la semaine prochaine. Mais les cinémas sont toujours fermés. Il y a des KTV qui sont fermés. Mais sinon, les bars, les restaurants n'ont jamais fermé. Les marchés n'ont jamais fermé. La vie, quand même, semble vraiment, vraiment normale. Les choses continuent à vivre. La plus grosse différence, c'est que les frontières sont fermées ou très, très
on s'entend, là, il y a des conditions très particulières pour rentrer. Donc, il y a de moins en moins d'espace. Ça devient beaucoup plus tranquille que normalement. Mais il n'y a rien qui ressemble au Québec. Il n'y a pas eu de quarantaine, il n'y a pas eu de lockdown, il n'y a rien de ça. Là. OK. Puis, règle générale, ça se trouve être assez bien géré dans le sens où les gens font... Est-ce que tu vois qu'ils font plus attention? Ou il n'y a juste pas vraiment de cas, tu n'as pas besoin? En fait, je pense qu'il y a un recensement, il y a eu 233 cas dans le pays. Après, on va s'entendre, je suis convaincu que c'est pas le vrai chiffre. Mais tu sais, le COVID, puis je l'ai dit souvent avant, là, puis ça fait pas de l'humanité quand je dis ça, mais c'est un privilège. Hein. Je suis dans un pays où que la moitié du pays, c'est le tiers-monde. Ils n'ont pas assez de nourriture pour mettre devant eux. Avec le COVID, ils ont perdu leur emploi. On parle de 50% du pays en ce moment qui n'a pas d'emploi. Ils ont d'autres préoccupations qui sont plus grandes que d'avoir le COVID. Ils trouvent ça important, mais si tu ne sais pas comment tu vas te nourrir ou comment tu vas payer ton toit ou ta tête la semaine prochaine, mais ça se peut que le COVID soit aussi important pour toi. Donc, c'est un peu ça le cas, je pense. Là. Je comprends. Puis, écoute, je pensais pas commencer sur ce sujet-là, mais je trouve ça tellement intéressant. Tu parlais un petit peu de la réalité là-bas où il y a vraiment des extrêmes dans le sens où le dollar américain qui est utilisé, tu peux trouver il y a certains éléments comme, mettons, le loyer qui peut être très cher versus la nourriture. Peux-tu nous parler un petit peu de cette réalité-là? Oui, ben, on parle d'un endroit il y a eu beaucoup de guerres jusqu'à les années 90. Il y a un génocide qui était quand même assez important. La première chose à savoir, c'est que c'est un super beau pays. Mais ça reste un pays qui est coincé entre la Thaïlande, le Vietnam. Le Vietnam, c'est l'endroit le moins cher en Asie pour voyager. C'est un peu le royaume du backpacker. La Thaïlande, c'est le royaume un peu asiatique du retraité. On parle de 45 000 soldats américains qui sont en Thaïlande comme retraités. Après ça, tu as les îles thaïlandaises qui sont dans le royaume du party, puis aussi là, c'est très paradisiaque. Le Cambodge n'a pas vraiment ça. Le Cambodge a 3 îles, dont une île qui est privée. Ils ont 2 super belles îles qui sont très laid back. Après, il y a Siem Reap qui est avec Angkor Wat, qui est une des merveilles du monde. Il y a des super belles choses. Mais en même temps, il y a un côté rough au Cambodge que moi, personnellement, j'adore. En dehors du fait que les routes sont épouvantables. Pire qu'au Québec. Ça se compare même pas. Là. Les routes sont épouvantables. Faire 100 km, ça va te prendre 4 heures aussi. Les routes sont épouvantables. Sauf que les gens que tu rencontres à chaque petit voyage, à chaque endroit que tu vas, les gens sont super gentils. Ils sont conscients que le tourisme est une économie qui ne peut pas se passer. Mais en même temps aussi, c'est vraiment de l'opportunité. Et puis, moi, avec mon background en développement des affaires, en tant que consultant marketing, ben, il y a beaucoup d'opportunités ici. Après aussi, ben, c'est juste un bel endroit. Celle-là, c'est le défi. Là, je veux dire, c'est l'endroit avec le plus de cas de malaria, avec le plus de cas de dengue. Il y a beaucoup de problèmes. Là, en ce moment, il y a une éclosion d'un autre virus qui est transporté par des moustiques ici, que personne ne comprend depuis une semaine, qu'il y a à peu près 120 cas, surtout des enfants, qui sont le Centre de malaria international, le Centre de dengue international font des recherches. Donc, c'est un peu... Il y a toujours quelque chose. On ne s'ennuie jamais au Cambodge. Mais en même temps, le pays grandit super rapidement. Puis si tu vois les photos de Phnom Penh il y a 3 ans, puis les photos aujourd'hui, tu ne reconnaîtras pas la ville. Là. Non, c'est ça évolue vraiment de manière fulgurante. Puis toi, en fait, tu parlais, tu travailles pour une compagnie, dans le fond, un studio de jeux vidéo mobile à Singapour. Puis, tu es aussi consultant. Peux-tu juste nous expliquer? Puis, tu as aussi un bar. Explique-nous un peu tout ce que tu fais. Ouais. En fait, moi, tu sais, j'ai travaillé pendant 12 ans en marketing expérientiel. Tu sais, j'ai commencé sur le terrain pour me rendre jusqu'à, tu sais, j'ai été VP dans des boîtes, j'ai été directeur marketing dans d'autres boîtes. En ce moment, je travaille pour un studio de jeux vidéo dans l'industrie du gaming mobile. Donc, tu sais, on travaille, on fait ce qu'on appelle les casual games. C'est, tu sais, les petits jeux qu'on joue tous les jours sur nos téléphones, qu'on a dans le métro, peu importe. Puis on a une plateforme qu'on vend à des partenaires dans le milieu des applications mobiles. Donc, les telcos, les wallets digitaux, très fintech. Puis les gens, ils peuvent
entrer dans des tournois ou qu'après quelques temps, pour mettons, une semaine ou après une journée ou peu importe, avec un prix d'entrée, puis ils peuvent gagner une certaine somme d'argent ou des expériences exceptionnelles ou peu importe. Avec les jeux. Donc, je travaille pour ce studio-là. Je m'occupe de leur développement international. Donc, on fait beaucoup de business dans les milieux émergents. Donc, on parle du Myanmar, le Bangladesh, l'Inde, le Cambodge, etc. On a beaucoup de business en Amérique du Sud. J'ai la chance de parler 5 langues. Donc, ça m'aide vraiment beaucoup de pouvoir faire de la business dans beaucoup d'endroits. Donc, je travaille avec eux à temps plein. En même temps, je travaille pour 2 studios québécois dans le milieu du divertissement qui étaient les 2 mes fournisseurs à l'époque, dans le temps que j'étais en agence. Okay. Eux, ils regardent l'Asie comme un marché où ils peuvent s'implanter. Ça reste que ma passion n'est pas dans les jeux vidéo mobiles. C'est pas ma passion, mais je m'excuse pour moi, mais c'est pas ma passion. J'adore le développement, puis j'aime beaucoup le fait de travailler dans les milieux émergents, mais c'est vraiment pas ma passion. Ma passion va toujours rester le marketing et le divertissement. Donc, je travaille avec ces studios-là à essayer de les implanter en Asie. Très vite de rendre ça pas mal complexe. Ils sont patients avec moi, je suis chanceux. Puis, finalement, j'ai récemment ouvert un bar à Phnom Penh. On a un endroit qui s'appelle Passacline, qui est un endroit un peu particulier. C'est des ruelles où il y a plein de ruelles qui sont vraiment petites avec plein de mini-bars. Okay. Donc, on parle de bars qui peuvent... le mien est un des plus gros. On peut avoir à peu près 30 personnes dans le mien en même temps. En général, c'est des bars qui peuvent avoir entre 10 et 15 personnes. Puis les gens se promènent d'un bar à l'autre. Ça me fait penser un peu au Japon, à Shibuya ou peu importe. Mais là, c'est vraiment des petits bars avec des ambiances très distinctes. Le mien est un bar sud-africain. On fait notre propre gym. On a nos styles là-bas. Puis c'est vraiment une ambiance très laid back. Donc ça, c'est cool. Mais à côté de nous, il y a un surfing bar. Je sais pas où tu fais du surf en bas, je me trompe, mais il y a un surfing bar, il y a un yacht club, il y a un bar qui s'appelle le White Rabbit, qui est très fantastique. Il y a plein de bars différents. Excuse-moi, Nick, je me demandais, en fait, c'était-tu quelque chose que tu avais en tête d'ouvrir un bar? C'était-tu comme là, un peu dans ta bucket list, ou c'est juste avec les circonstances actuelles, c'est ce qui t'a mené à faire ce move-là? C'était pas dans mon bucket list. En fait, je suis propriétaire d'une auberge de jeunesse au Portugal depuis 10 ans. Je suis pas propriétaire principal, mais c'est un investissement que j'ai fait il y a plusieurs années. Okay. Puis j'ai investi dans des bars dans le passé. Je suis encore investisseur dans un bar à Montréal. Mais pour moi, c'est un investissement, c'est une opportunité d'affaires. La vérité, c'est que 50% des business au Cambodge ont fait faillite dans les derniers 4 mois. Il y a un besoin de divertissement. C'est peut-être un manque dans mon emploi personnel en ce moment. Je trouve que je suis moins connecté avec les gens que j'ai l'habitude de l'être. C'est un peu le plaisir du marketing expérientiel, c'est que tu es toujours en contact avec les gens. Puis chaque campagne que tu construis, c'est du man-to-man. Je pense que le bar me ramène un peu plus à mes sources. Après, est-ce que mon but, c'est d'être gérant de bar pour le reste de ma vie? Vraiment pas. Je l'ai vu comme un investissement financier. Pour moi, j'ai 2 partenaires locaux. C'est de m'assurer que les opérations sont à mes standards. Puis après, dans 6-7 mois, j'espère pouvoir me détacher un peu plus du bar. Toujours être présent une fois de temps en temps, mais de me détacher et de le voir comme un investissement financier. Puis, j'aimerais ça, en fait, te nommer le marketing expérientiel. C'est drôle parce que c'est la raison pour laquelle je te connais, Nick. On s'est connus, on a baigné toutes les deux dans ce beau milieu-là qui est donc intéressant, qui, comme tu l'as dit, permet de rencontrer plein de gens, de voyager surtout, parce que pour toi, ça a été un peu l'initiation. J'aimerais ça que tu nous parles de comment ça a commencé pour toi. Non, attends, on va démystifier. C'est quoi le marketing expérientiel? La question, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas. Oui, mais c'est tellement complexe. Puis, je m'excuse, là, je suis certain qu'il y a plein de gens qui ont des définitions différentes. Moi, pour moi, le marketing expérientiel, c'est pas ça n'a pas besoin de marketing terrain. L'idée, c'est de faire vivre des expériences aux gens. Le but, c'est de faire changer la perception d'un brand ou d'améliorer la perception d'un brand en faisant vivre des émotions et des expériences aux gens. Après, je pense qu'avec
on le voit encore avec le COVID-19, tu sais, puis j'ai beaucoup d'amis en agence en Amérique du Nord puis en Europe. C'est pas facile pour eux. Je pense que tout le monde est en train de se demander est-ce qu'on peut faire du marketing expérientiel en ligne? 100% tu peux faire du marketing expérientiel en ligne. Après, c'est de savoir c'est quoi la base, c'est quoi le core du marketing, puis c'est de faire vivre des émotions aux gens. Si tu me dis que tu es une agence expérientielle puis tu veux commencer à vendre des billboards sur le bord de la rue, ben, tu comprends pas. Après, il y a plein de moyens de travailler avec des boîtes comme Guama ou que on fait des plateformes de jeux vidéo, peu importe, puis d'être capable de faire vivre des émotions aux gens, que ce soit un release de produits expérientiels ou uniques, que ce soit de faire connaître un brand ou mettons, Chiaga l'a fait il y a plusieurs années, de dévoiler ta programmation à travers un jeu, peu importe. Ça, c'est expérientiel. T'sais. Après, est-ce que ça a besoin d'être un food truck qui fait rentrer des gens à l'intérieur, qui fait construire leur propre smoothie pour être considéré expérientiel? Je ne le crois pas. Mais l'expérientiel, c'est un peu sur la base. C'est ça qui t'a donné un peu ce goût-là puis cette passion-là pour le marketing événementiel. Le marketing qui encore aujourd'hui, comment dire, ça reste une passion pour toi. Je me trompe pas en disant ça? Non, ça reste... après le voyage, le marketing expérientiel est ma plus grande passion. Ça ne changera jamais. Moi, j'ai eu la chance j'ai fait 2 bacs à l'université, puis j'ai passé mes bacs à travailler comme ambassadeur de marque. Après, j'ai été coordonnateur à temps plein en même temps que j'étais à l'université. J'ai même eu un poste de project manager pendant que j'étais à l'université. J'ai fini mon université, puis je me suis rendu compte que, en fait, ma job étudiante, c'est la job que je voulais faire. J'ai quand même fini mes diplômes, mais j'ai jamais vraiment travaillé dans ces milieux-là. J'ai pris une pause pendant quelques années pour vraiment me concentrer sur le voyage. Puis je ne le cacherai pas, là, pendant un bon bout de temps, peu importe la job que j'avais ou le contrat que j'avais, le but c'était d'avoir assez de fonds pour continuer à voyager ou retourner voyager. Puis quand je manquais de fonds, ben, je retournais au marketing, mais je l'ai jamais vu comme un plan B. Puis j'ai eu la chance de voyager pendant 8 ans non-stop à travers le monde. Après ça, je suis revenu, je me suis concentré sur ma carrière, mais ça m'a jamais empêché de voyager. Puis en ce moment, ben, je suis retourné au voyage. Je suis retourné à ce temps. C'est ça. Je suis retourné à mon premier amour, puis j'ai voulu pousser ça un peu plus loin. Oui. Mais j'aimerais ça ramener ça, en fait, à cette étape, enfin, je l'ai appelé le Chapter 1, mais quand tu étais en tournée, parle-nous un peu, parce que c'est ça que tu as fait. Tu as fait, quand je pense à voyons, la tournée pour la torche olympique, c'était des tournées à travers le Canada, right? Oui, mais j'en ai fait plusieurs, un peu partout. J'ai eu la chance, là, puis knock on wood, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de travailler là-dedans. Mon premier gros contrat en marketing, j'avais 19 ans. Puis même pas, j'avais 20 ans. Je me régénie, j'avais 20 ans, puis je travaillais sur le relais de la flamme olympique à Vancouver. Oui. J'ai passé 1 an à travailler sur un projet que le but, c'était d'aller de communauté en communauté à travers le pays pour faire une célébration avec un stage de musique, des artistes, parler des athlètes, présenter la flamme olympique à une communauté, leur faire vivre une petite expérience. L'idée était un peu d'amener les Jeux olympiques et de montrer aux gens que les Jeux olympiques étaient les Jeux du Canada et non de Vancouver. Mm-hmm. À l'époque, ce qui était le fun, c'est que le comité olympique investissait beaucoup plus qu'il investissait dans le passé. Puis il initiait plusieurs programmes. Moi, à travers de ça, mon emploi était de représenter Coke. Donc, j'avais une équipe. Puis, c'est vraiment ça qui m'a fait triper. Quand on parle de travailler sur des gros événements, ton milieu puis ton background n'est pas si important que ça. J'avais une équipe de 7 personnes. Dans mon équipe de 7 personnes, j'avais un pilote de WestJet qui avait pris une année sabbatique. J'avais un psychologue, j'avais un acteur, j'avais un gars qui travaillait sur la construction depuis 10 ans. On était 7 personnes très, très différentes. Puis si on regardait ça, à la fin, il n'y avait personne qui avait étudié en marketing. On était juste une équipe. La personne qui nous avait engagés sur la communauté, un peu le chemistry qu'on allait avoir. Puis passer 1 an sur la route avec des gens, tu l'as fait, là, c'est pas évident. Oui. Il faut que la personnalité matche. Oui. Il n'y a rien de plus transformateur que ça. Comment est-ce que ça t'a changé? Peut-être au niveau personnel, mais aussi ta perception du voyage. Elle était comment à cette époque-là?
À l'époque, tu sais, à l'époque, moi, mon voyage, puis tu sais, ça l'a été après, là, tu sais, je suis quand même parti pendant plusieurs années après, mais tu sais, à l'époque, mon voyage était un backpack, là, tu sais, Ouais. tu sais, je n'étais pas habitué de passer mes journées dans un 5 étoiles, puis tu sais, en tournée, en marketing expérientiel, tu sais, souvent, on est super bien traité. Tu sais, aux Jeux Olympiques, là, on a eu un training, puis ça, c'est vraiment une drôle d'histoire, là. On a eu un training avant de commencer, qui était fallait comment gérer les groupies, puis comment gérer les fans, puis quel genre de déception, puis de backlash qu'on pourrait avoir de ça un coup que les Jeux Olympiques vont être fermés. Puis on était dans une salle remplie de tam-tam, puis je rentrais pas dans les détails, là, c'était quand même assez quétaine, puis on riait de ça, puis on disait, ouais, qu'est-ce qu'on fait ici? On n'est pas des stars, là, tu sais, ça n'a pas rapport. Puis littéralement, on était au Newfoundland, je pense, la deuxième journée de la tournée, puis on avait des gens qui nous regardaient, puis qui étaient comme, tu peux prendre une photo de mes enfants, tu peux signer des Wow. autographes, puis on était comme, voyons, c'est juste parce que j'ai un manteau qui est marqué Jeux olympiques dessus, je suis pas un athlète, là. Mm. Puis, c'est quand même vraiment spécial comme expérience. Et tu sais, tout ça, après les Jeux olympiques, j'ai travaillé sur le tour du trophée de la Coupe du Monde, tu sais, j'étais allé en Afrique du Sud, puis tu sais, c'était super gros comme expérience aussi. J'ai eu la chance de travailler sur les Jeux olympiques de Londres aussi, qui était spécial pour moi parce que j'ai un background irlandais, puis on était allé en Irlande avec le trophée, avec la flamme, c'était super cool. Puis, tu sais, de travailler avec des gens que j'avais travaillé à Vancouver, mais j'étais à Londres dans un nouveau pays. C'était ma première grosse expérience de travailler à l'étranger Mhm. aussi. Il y a une grosse différence entre backpacker à l'étranger et C'est vrai. c'est super le cool, puis ça va rester ma passion toute ma vie, mais quand que tu travailles professionnellement, c'est le fun je veux pas avoir l'air autant en disant ça, là, mais c'est vraiment cool de parler avec des gens qui veulent t'amener dans un autre pays pour travailler avec toi parce qu'ils pensent que tu peux apporter à leur événement, puis tu as l'expertise pour pouvoir les amener. Surtout que j'étais jeune, puis tu sais, j'ai été chanceux, ces deux expériences-là, les deux Jeux olympiques que j'ai faites m'ont ouvert énormément de portes dans le passé. C'est un bon icebreaker dans n'importe quelle entrevue. Non, c'est fou les connexions que tu arrives à faire justement en promo, comme tu l'as dit. Tu baignes dans une espèce d'océan de autant de personnalités que de backgrounds différents. Fait que les ramifications que tu crées, là, les opportunités que tu te crées, justement, parlons-en. Est-ce que ça t'a amené tranquillement à monter les échelons puis à t'en aller parce qu'après ça, tu as occupé des postes de directeur puis tu as continué à voyager massivement? Parle-nous de cette deuxième étape-là pour toi. Ben, tu sais, je crois fondamentalement que tu fais jamais rien pour rien dans la vie. Hein? Tu sais, c'est quand Oui. tu voyages, tu sais, voyager m'a apporté à apprendre, tu sais, je passe 5 langues quand même très bien. C'est Mm-hmm. un gros voyage que je fais ça. J'ai occupé des postes de directeur puis de VP vente pour des compagnies québécoises qui voulaient faire l'international. Mm-hmm. Puis le fait que, tu sais, donc, quand j'ai été chez Tribu, on travaillait sur un projet, on a un gros festival au Brésil. Le fait que j'avais déjà été au Brésil, puis que j'avais des connexions là-bas, puis que je comprenais un peu la culture, puis je ne prétendais pas de la connaître au complet, mais je la connaissais plus ou moins, que j'avais passé un an en Amérique du Sud, m'a aidé à venir là-bas, puis c'est grâce au voyage que j'ai eu ça. Mm-hmm. Après, tu sais, oui, on rencontre des gens, puis la promo, c'est super pour ça. Tu rencontres plein de gens, plein de marchés, puis c'est souvent, tu sais, j'ai engagé énormément d'étudiants qui avaient des belles qualités de communicateurs, puis ces gens-là sont devenus des clients par la suite, qui sont devenus des fournisseurs par après. Non, ça, c'est trippant, vraiment. Mm-hmm. Moi, dans mon background, ben, j'ai eu la chance très jeune d'avoir des postes assez seniors en agence. Puis j'ai laissé tomber ça pour retourner au voyage. J'ai voulu vraiment me concentrer sur mon backpacking pendant plusieurs années. Puis pendant plusieurs années, mes parents ne comprenaient rien. Là, j'avais des super bons postes avec des bons salaires à 22, 23 ans. Puis après, je faisais des job-ins puis des petits contrats ici et là pour pouvoir avoir le plus de temps libre possible pour retourner voyager, puis retourner backpacker. Puis j'étais allé vivre à Barcelone, en Espagne, puis j'avais des job-ins là-bas. Juste parce que je voulais juste faire un peu d'argent pendant que j'étais dans le coin pour vivre avec la culture. Donc, tu sais, oui, cool. Après, j'ai eu un petit choc là, à mes 27 ans que je me concentre un peu plus sur ma carrière. Puis j'ai vraiment donné un coup, mais ça n'a jamais rien changé. Là, Ouais. chez Tribu, j'étais dans un avion à chaque semaine.
Même chose chez Prime, tu sais, je travaillais sur 5 bureaux différents, 4 au Canada, un aux États-Unis. Je passais plus de temps en Floride à la fin qu'en passe au Canada. Euh, j'ai tribu, je pense que j'ai fait 25 avions en 20 jours dans mon dernier mois et demi là-bas. Donc, tu sais, C'est j'étais tout ça, le temps c'est sur un la rythme route. effréné. C'était pas, Ouais. comme tu me disais la dernière fois, c'est que tu étais dans un pays, mais tu étais à un endroit sans le visiter. Tu faisais surtout des restaurants, des hôtels, mais tu voyais pas vraiment la place. Fait que tu as eu cette volonté-là, puis ça t'a amené un petit peu à ta situation actuelle, le slow travel. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir encore une fois te quitter pour revoyager, puis vraiment en profiter de tes voyages? En effet, j'ai eu la chance de faire une mission commerciale au Mexique qui s'est bien passée, qu'on a eu des bons contacts là-bas, puis ça m'a amené à retourner au Mexique 2 fois dans le même mois par après. OK. Cette fois-là, en mission commerciale, tu le vis tout le temps différemment. Tu es avec 10, 15 compagnies québécoises ou canadiennes. Vous êtes un groupe, puis c'est everyone against the world, puis il y a une belle communauté, c'est super le fun, puis notre gouvernement fait vraiment un bel job pour nous mettre les entreprises de l'avant à l'extérieur du Canada. Euh, Ce qui est plus compliqué, c'est de refaire tes suivis quand tu es seul par la suite. Puis, si on était une petite entreprise, on ne pouvait pas voyager à 10 à chaque fois. Là. Quand je voyageais seul, je faisais attention à notre argent, à ce qu'on dépensait. Puis je suis retourné 2 fois au Mexique pendant 10 jours. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas le temps de rien faire. Je passais ma vie dans des salles de réunion. J'allais au restaurant le soir rapidement. Puis je travaillais souvent le soir, puis dans les petites heures de la nuit sur mes projets ailleurs dans le monde où je faisais des calls à partir de ma chambre d'hôtel. Puis la dernière fois que je suis allé au Mexique, j'ai pris une demi-journée du deuxième trip de 10 jours pour essayer de voir un peu Mexico City. Parce que ça faisait 3 fois, j'y allais en un mois, puis j'avais rien vu. Oui, tu voyais pas. Puis tu sais, j'avais des conversations avec des amis, puis j'avais des conversations même avec des employés ou des collègues qui disaient « Ah, Nick, tu dois être fun. J'ai vu une photo de toi sur le bord de la plage à Cancun. » Je suis comme « Ouais, t'as vu une photo de moi sur le bord de la plage, vite, entre 2 meetings puis 2 avions, parce que je trouvais ça le fun, puis je trouvais que le local était beau. La vue était belle, mais j'avais pas le temps de profiter de rien. » Puis, tu sais, moi, je suis passionné de voyage depuis toujours, puis ça commençait à me faire mal un peu. J'étais vraiment, on suis ici, puis j'essaie de faire des affaires avec les Mexicains, mais je m'intéresse zéro à leur culture en ce moment. Je m'intéresse zéro à rien. Puis, oui, on veut créer un festival qui va leur ressembler. Puis oui, on va trouver un consultant local, mais ça marche pas, ça. Ouais. Puis en même temps, on vieillit tous, on a toutes des discussions, des réflexions sur le futur, les enfants, le mariage, peu importe. Moi, j'étais comme, regarde, écoute, si je peux faire ça une fois dans ma vie, puis pas tuer ma carrière, c'est le temps de le faire. Ouais. Fait que c'était quoi ton idée? Oui, c'est ça. C'était quoi l'idée derrière? Je pense que tu avais parlé de l'Australie, mais finalement, ça a été un tout autre projet. À la base, j'allais en Asie pendant 3-4 mois. J'avais besoin de relaxer. Okay. Je m'en allais au Sri Lanka surfer, puis aller voir des éléphants. Puis après ça, je voulais aller voir la Thaïlande. J'avais jamais vu la Thaïlande. Je voulais aller dans quelques petits pays. Puis après, je voulais vers, je dirais mars-avril, je devais me déplacer vers l'Australie. Okay. J'avais un visa de travail pour 2 ans là-bas. Puis je devais rentrer dans le pays avant juin pour qu'il soit valide. Puis mon plan à la base était de probablement retourner dans mon domaine de travail, mais là-bas. Je m'avais fait des contacts dans les 2 dernières années en Australie, puis en même temps, j'avais le goût de travailler dans mon domaine, mais j'avais le goût de vivre une expérience différente. Je trouvais que c'était le meilleur mieux. Finalement, COVID est arrivé, plein d'autres choses sont arrivées. Puis je suis resté au Cambodge pendant vraiment plus longtemps. Puis l'Australie est tombée sur les veilleuses, puis il n'est jamais arrivé. Est-ce que ça va arriver un autre jour? Probablement un jour que je ferai ce trip-là, mais pour le moment, je suis ici. Puis on va voir ce que ça va donner. Puis comment tu trouves ça, justement, ce slow travel, vivre longtemps à un endroit? Comment est-ce que tu sens que c'est plus ton vibe maintenant? Oui, c'est plus mon vibe, mais j'ai pas le cardio que j'avais à 20 ans. Là, puis j'ai pas le budget aussi que j'avais à 20 ans. Ça aussi, c'est un point important. Là, je comprends quelqu'un qui a 3 semaines de vacances par année ou 2 semaines de vacances par année, comme le Québécois, qui veut triper, puis qui s'en va en Europe, puis il veut voir 8 îles en 14 jours. Je peux le comprendre. J'ai été cette personne-là. Là. Mais comme je disais au début, moi, à 25 ans, j'avais vu 91 pays dans le monde.
j'ai 31 ans, j'en ai vu 99. Puis dans les 6 derniers mois, j'aurais pu en voir 25. Mais mes buts sont plus pareils. J'ai le goût de m'incruster un peu plus dans les communautés. J'ai le goût de prendre mon temps. J'ai aussi pas le goût de me lever à 6 heures le matin pour prendre un avion ou prendre un train. Je suis fatigué de la veille. J'ai plus de problème maintenant à passer une journée à lire un livre dans l'auberge de jeunesse ou à juste de dormir. C'est plus un problème pour moi. Puis en même temps, c'est le fun. J'essaie d'apprendre les communautés, j'essaie d'apprendre les langues un peu plus. J'essaie d'aller dans des endroits que les gens vont moins. Parlons-en. Où est-ce qu'il faut aller? Qu'est-ce que tu as vu à date? Parle-nous un petit peu de ce qui t'a marqué, côté culture, puis endroits aussi qui t'ont marqué. Écoute, dans les 6 derniers mois ou dans ma vie en général? Non, pas dans ta vie en général. On a tout. Dans les 6 derniers mois, pas mal. Écoute, tu sais, en Asie, ça, c'est un point important. Le monde change rapidement, puis il n'y a pas de secret. L'Asie est rendue vraiment, vraiment populaire, puis il n'y a pas d'endroit qui vont rester inconnus pendant vraiment longtemps. Il y a un endroit aux Philippines qui s'appelle Palawan, qui est même plus un secret. C'était un secret pendant longtemps, ça l'est vraiment plus. Je vous dirais qu'il reste peut-être 2 ans de voyage à Palawan avant que ce soit le resort country. Palawan, c'est une île dans le sud des Philippines. C'est plein de petites communautés, plein de petits villages. Tout est basé sur la plongée, le snorkeling. Ils ont quelque chose comme 73% des poissons tropicaux là-bas. Tu peux faire du snorkeling avec des vaisseaux japonais de la guerre mondiale. Tu te promènes, tu peux rentrer dans le vaisseau, ressortir. C'est vraiment pas cher, c'est super beau, c'est un super beau climat. Ça, je te dirais que dans les 5 dernières années, c'est vraiment le plus bel endroit que j'ai voyagé. Est-ce que tu as pu faire de la plongée? Est-ce que tu as tes cours et tout? J'ai mes cours en plongée, j'en ai pas fait. Je sais pas. Ça fait partie des choses que j'ai faites juste pour avoir un bucket list quand j'étais plus jeune. Mais avec toi, j'aime pas ça. Ça me donne vraiment mal à la tête. Je me sens pas bien après avoir fait de la plongée. Je trouve ça super cool. Puis je comprends pourquoi les gens adorent ça. Puis je le recommande à tout le monde. Mais c'est pas fait pour moi. En même temps, moi, je suis très à faire du saut en parachute. Puis je sais que c'est pas fait pour tout le monde non plus. Mais moi, j'aime vraiment ça. J'ai sauté la semaine passée. J'en ai fait vraiment beaucoup, tu sais. Ah oui? C'est que, tu sais, pour moi, ça me fait triper. Je le prenais pas de quand. Mais faire de la plongée en tant que tel, j'ai fait mes cours quand j'étais plus jeune. Puis mais maintenant, ça me fait plus triper. Je fais du snorkeling. J'aime beaucoup nager. Mais la plongée en tant que tel, c'est pas pour moi. Puis Nick, c'est un bel endroit pour en faire. Oui, non, c'est ça, on va le noter, puis je vais les mettre dans le détail du podcast, mais je sais que tu m'avais aussi parlé d'un moment où tu allais célébrer ton anniversaire. Puis on parle de l'importance de faire des bilans, puis de faire de l'introspection, puis tu es allé te retirer sur une île pour comme faire une détox. Parle-nous un peu de ce moment-là. Ça a été quand même assez charnière parce que ça t'a permis de rencontrer quelqu'un aussi. Fait qu'en tout cas, parle-nous de ce moment-là. Écoute, tu sais, je suis pas quelqu'un spirituel du tout là, dans la vie, mais écoute, c'est ça, on va dire, si j'étais spirituel, c'est probablement un moment, mais j'étais fatigué. Au mois de décembre, j'étais claqué. Je venais de voyager. J'ai vraiment trippé sur mon voyage au Sri Lanka au mois de septembre. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis ça me ressemblait comme endroit au Sri Lanka. Le voyage en tant que tel était vraiment cool. Puis après, je suis allé dans les Maldives avec une de mes amies. Puis je suis allé en Thaïlande, c'était le fun. Après ça, j'ai rencontré des amis aux Philippines. Puis je suis retourné en Thaïlande. Puis j'ai passé un 7 semaines à voyager la Thaïlande, la Malaisie très rapidement, Singapour très rapidement. Puis je suis retourné en Thaïlande. Puis la Thaïlande, pour moi, c'est divisé en deux endroits. Tu as le mainland, Bangkok, etc. Le nord que j'adore, qui est Pai, qui est merveilleux, qui est un peu plus culturel, un peu plus spirituel. Tu as des choses à voir. Quand tu vas dans les îles en tant que telles, c'est beau. Il y a certaines îles qui ont des choses à voir. Mais pour vrai, le party est pas mal la règle numéro 1. Puis c'est pas mal, tu arrives à Pipi ou tu arrives à Phuket, tu demandes aux gens quoi faire. La première chose qu'ils vont te dire, c'est de sortir dans tel bar, puis de sortir dans tel club. Puis
Rien contre ça, là. J'ai toujours adoré faire le party, puis je le présenterai pas, là. Je sais que certaines personnes qui vont écouter ton podcast me connaissent très bien, là. Je peux pas vous dire que j'aime pas mon Jagerbomb une fois de temps en temps, puis ma bière, mais C'est ta petite descendance irlandaise. c'est ça. Mais tu sais, de faire ça pendant 6 semaines, puis tu sais, j'ai été chanceux, j'ai rencontré tu sais, plein d'amis, j'ai voyagé pendant un bout de temps avec une fille de Sherbrooke où j'ai grandi, que j'avais aucune idée c'était qui, puis on comprenait pas qu'on avait la même âge, puis qu'on se connaisse du tout. C'était super trippant, c'était vraiment le fun, mais j'étais fatigué. J'étais tellement fatigué de tous les 2, 3 jours sortir, puis d'un bar tout le temps, puis j'étais comme, hey, je peux pas partir en voyage pour juste sortir dans la vie, ça marche pas. Puis, je t'avoue qu'en bas, je suis resté à Saint-Marie pendant vraiment longtemps, puis j'ai eu vraiment du plaisir. Ensuite, j'allais dans une petite ville qui était honnêtement très, très plate. Puis, ma fête arrivait, j'avais 31 ans, puis j'étais comme, ouais, ce serait le fun de faire quelque chose. Puis là, j'ai vu un hôtel sur une île qui avait pas de réception cellulaire, il n'y avait pas d'Internet là-bas. C'était très rustique, des tentes en plein milieu de la jungle. C'était super beau, mais c'était très rustique. Encore une fois, il y avait pas mal de parties là-bas, mais au moins, il y avait personne qui pouvait me contacter. J'ai juste dit, hey, écoute, je vais y aller pendant 2, 3 jours. Je pense que ça peut me faire du bien de, honnêtement, être loin de mon cellulaire. Je suis le genre de gars qui aime bien texter quand il est fatigué. Là. Ça m'a fait du bien un peu. Je suis allé faire un tour là-bas, c'était trippant. Finalement, j'ai resté pendant une semaine. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Je pense que c'est la première fois en 10 ans que je n'étais pas attaché mon cellulaire à toutes les 5 minutes, 10 minutes à travailler dessus. De ne pas donner de nouvelles à personne, ça m'a vraiment fait du bien. Qu'est-ce que ça t'a fait réaliser? T'as-tu comme une réalité? À quoi t'as pensé? Écoute, ça serait vraiment cliché de dire que ça m'a fait réaliser que j'étais trop trop dans le moment, ou j'étais tout le temps sur mon cellulaire, que j'étais tout le temps à 2 endroits différents. Oui puis non. Je veux dire, jamais que je me passerais mon sel maintenant. Je suis rendu habitué, puis je l'aime, puis j'adore être capable de voyager, puis de faire vivre mes voyages à d'autres gens à travers Facebook ou peu importe. C'est pas ça. Je pense que ça m'a juste fait réaliser que hey, écoute, t'es pas surhumain. Une fois de temps en temps, ça fait du bien de juste prendre une pause. Même si ça te ressemble plus ou moins, ben ça m'a fait du bien. Puis en même temps, ça m'a fait aimer le Cambodge plus. Puis j'ai passé une semaine à parler avec des locaux, puis à donner de l'attention à des gens que je ne donnerais pas l'attention normalement parce que je ne pouvais pas juste faire whatever, je vais aller sur mon cell, je vais juste lire un livre ou peu importe sur mon cellulaire. Non. Pendant une semaine, ben il y a des gens autour de moi que puis même si je n'avais pas d'affinité avec eux, il fallait que je leur donne une chance. Non, c'est vrai. C'est un bon point que tu dis. Surtout, je pense qu'en voyage, oui, être sur son sel, l'utiliser, c'est vrai que c'est un moyen de partager ce qu'on voit puis de faire vivre notre voyage aux autres. C'est tellement une belle ressource, les réseaux sociaux. Mais en même temps, de s'allouer du temps, comme de déconnecter complètement pour nous-mêmes vivre notre voyage puis pas passer à côté des belles opportunités, des paysages ou des conversations que tu n'aurais pas eues. Fait que non, je trouve vraiment que c'est... en tout cas, je trouve ça important. Un point important là-dessus, là, c'est, il y a plein de types de voyages. Là. Moi, je voyage à long terme. Je suis parti pour 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Je ne sais pas quand je vais revenir. L'important, c'est de comprendre que tu peux vivre plusieurs voyages dans un voyage. Puis c'est de vivre des moments à travers ça. Puis ce que je veux à ce moment-là, puis ce que je veux aujourd'hui, c'est de faire juste partie de mon voyage. Puis c'est pas parce que je commence à faire de la business à Fontaine que je suis plus en voyage, tu comprends? La journée que je serai plus capable que j'ai plus l'impression que je vais apprendre sur la ville puis le pays en tant que tel, mais je vais passer à d'autres choses. Puis je pense déjà à mes prochains steps. Puis après, c'est de savoir... mon but, c'est tout le temps d'apprendre puis de voyager à travers ça. Si je n'ai pas l'impression que ça va être un voyage ou ça va être un divertissement en premier d'aller dans cet endroit-là, je ne le ferai pas. OK. C'est aussi simple que ça. Puis, je pense que, tu sais, à partir du moment où, bon, t'es revenu de l'île, qui en passant s'appelle comment cette île-là? Ça s'appelle Coron Sinwin. Coron Sinwin. OK, ça, il va falloir que tu me dises comment l'appeler parce que... comment l'écrire. Mais... c'est pas facile. On parle souvent de coïncidence, on parle souvent de timing exceptionnel qui fait en sorte qu'il y a des gens qui se mettent sur notre chemin. Puis,
tu as rencontré quelqu'un qui fait maintenant partie de ta vie, puis que vous planifiez le restant de votre voyage ensemble et tout ça. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Je m'attendais pas à parler de ça, mais OK. Écoute, mon autobus a breakdown sur le bord de l'autoroute dans le milieu d'un champ pendant 14 heures. OK. Tu t'en allais où? Je m'en allais à Phnom Penh, je m'en allais dans la capitale, juste pour penser à mon prochain départ. J'avais le visa qui allait expirer dans 7 ou 8 jours. Donc, je m'en allais là-bas, je m'en allais à Phnom Penh, juste parce qu'il y a un aéroport international. Puis, tu sais, je me demandais, est-ce que je m'en vais au Vietnam, est-ce que je m'en vais au Laos? Je ne savais pas trop, mais là-bas, je pense que je m'en allais au Laos. Finalement, la personne qui était assise à côté de moi, c'est une enseignante qui était de l'Afrique du Sud, qui est toujours une enseignante d'Afrique du Sud. C'est ça même. Puis finalement, on s'est mis à parler, on est parti sur une date qui a duré 5-6 jours, on s'est loin de tout, on est parti à travers le pays, puis j'ai fini par... finalement, je suis allé à Bangkok rapidement faire un visa run, puis je suis revenu dans le pays, on a passé Noël ensemble. Puis on a comme trouvé un moyen de rester pas trop loin au Cambodge, de moi pouvoir continuer à voyager, mais de rester en contact. Puis on s'entend, là, notre relation est allée à 100 000 à l'heure, mais on vit ensemble en ce moment, on est déménagé ensemble il n'y a pas longtemps, on vit les deux ici, on est en train de planifier tranquillement avec c'est quoi les prochaines étapes de notre vie. On pense peut-être aller en Afrique du Sud au mois de décembre, janvier, si la situation s'améliore là-bas. Pour quelques mois, puis après ça, retourner en Asie, vraiment en Malaisie ou à Singapour. Mais en tout cas, il va une journée à la fois. On essaie de faire des plans pour faire des plans, mais on y va tranquillement. Oui, non, exactement. En gros, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais c'est ça. C'était justement ma question, c'est quoi vos plans pour le futur? Mais comme on a quand même une idée. Est-ce que tu as déjà été en Afrique du Sud? Oui, j'étais en Afrique du Sud quand j'étais plus jeune, pas mal. Ça fait longtemps maintenant. J'avais 17 ans. Ah, ça va être le fun de peut-être revisiter ça. C'est tellement beau. Il y a en tout cas des États indépendants. J'avais justement la dernière personne que j'ai eue sur le podcast me parlait du Lesotho et tout ça, à quel point c'est magnifique. En tout cas, je te le souhaite. Puis écoute, Nick, j'aime ça poser des questions en rafale. Le but, c'est d'être le plus spontané possible parce qu'on migre vers la fin, malheureusement. J'aurais aimé ça discuter encore avec toi parce que t'as tellement d'expériences de voyage, c'est incroyable. Mais écoute, t'es-tu prêt? Oui. OK, excellent. Donc, on y va. Tu peux sauver un seul continent, tu sauves lequel puis pourquoi? C'est tellement dur comme conversation, comme question. Écoute, le continent qui me ressemble le plus, c'est l'Europe. Ça va toujours être l'Europe. Pour moi, ça me fait triper, puis c'est une question de proximité. J'ai tout autre trippé sur le fait que tu peux vivre en Irlande, avoir un budget de 20 €, prendre un avion Ryanair, puis te ramasser en Croatie ou te ramasser en Bulgarie, puis d'être dans un endroit qu'on parle une différente langue, que les gens ne se ressemblent pas du tout, qu'il y a un climat puis un landscape qui est complètement différent pour rien. Ça me fait triper. Après, l'Asie est vraiment, c'est vraiment cool. En delà de la raison que la plupart des gens viennent venir. Il y a beaucoup de backpackers en Asie qui viennent parce que ça coûte pas cher. Mais en dehors de ça, c'est culturellement très, très, très cool. C'est beaucoup plus rough comme voyage que l'Europe. Il y a beaucoup moins de confort. Mais la nature, les climats, les animaux, les différentes cultures, les différentes langues, c'est vraiment trippant. C'est un peu le berceau de l'Asie centrale est un peu le berceau de la civilisation aussi. Ce serait probablement ce continent-là, juste pour le fait qu'il y a des gens qui sont très, très différents. Tu peux sauver un peu de n'importe quoi. Là. Fait que là, tu sauves l'Europe ou l'Asie? Je suis là en ce moment. Je suis en Asie. OK. Fait que tu t'auto-sauves. Je m'auto-sauve. Excellent. Le plus gros choc culturel que tu as eu en voyage? Ouch. C'est une autre qui était vraiment dur. Je pense que le plus gros choc culturel que j'ai eu, c'était probablement la première fois que j'étais en Amérique du Sud. OK. J'étais très jeune, j'avais 18 ans, je parlais vraiment pas espagnol, j'avais pas beaucoup d'expérience de voyage à l'époque. Puis je me suis ramassé dans un village où que personne ne parlait anglais, personne ne parlait français. Personne ne comprenait les 3 ou 4 mots que je savais dire en espagnol, puis je me débrouille. Je pense que ça a été mon plus gros choc.
mon premier voyage à Doha aussi. J'étais quand même, j'avais 26 ans. C'était un voyage d'affaires. Puis, il fallait qu'on construise une route pour un événement. Puis, je suis arrivé là-bas. J'étais arrivé là-bas 3 jours avant l'événement. J'avais un chef de projet là-bas qui était... Tout était supposé être construit. Puis, finalement, j'étais là-bas, puis rien n'était fait. Puis, Oh mon Dieu. il a fallu engager 10 000 personnes pour construire une route en cobblestone. Puis, la journée avant l'événement, la famille royale est venue sur l'événement, puis ils nous ont regardés, puis on fait finalement, demain, c'est pas une bonne journée. On reporte l'événement de 2 semaines. Puis t'es comme, ouais, comment? Les gens autour de moi m'ont dit, Nick, parle pas. Dis rien. C'est comme ça ici. Ça Oh arrive. my God! Mais ça t'a juste donné un petit peu plus de temps pour te préparer. Pas vraiment, mais écoute, ça m'a appris à budgéter différemment parce que quand tu as des fournisseurs internationaux, tu n'as pas vraiment une ligne dans ton budget qui dit que tu vas louer l'équipement pour 2 semaines de plus. Ah oui, OK, j'ai compris. C'était un événement, c'est un beau learning de ton miscellaneous. Là, puis si vous avez une compagnie, là, parce que je me suis estimé toute ma vie à propos de ça, là, si vous demandez à une compagnie d'une agence de production de monter un événement, puis vous mettez une ligne à la fin qui est marquée fête d'hiver ou imprévu de 10% ou de 5%, assinez-vous pas. Ça arrive. C'est ça, it can happen. La fois où tu as eu le plus peur, Nick? Ouais. J'avais une tendance quand j'étais plus jeune de me mettre dans des situations un peu plus dangereuses que maintenant. Maintenant, je suis un peu plus conscient des problèmes, qu'est-ce qui pourrait arriver avant. Quand j'avais 22, 23, 24 ans, j'étais un peu cocky, puis j'avais pas assez peur des gens pour ma propre sécurité. Au Panama, la première fois que je suis allé, j'étais vraiment jeune aussi. On faisait du hiking dans une montagne, puis on a croisé des gens qui voulaient qu'on achète de la drogue quelconque. Puis on n'avait pas voulu l'acheter. Puis on est comme, on ne veut pas de ta drogue, peu importe. Le gars, il avait un couteau, puis j'étais comme, j'ai besoin de 6 pieds 3. Tu me fais pas peur, là, va-t'en avec ton couteau. Puis finalement, il m'avait juste lâché avec son couteau, puis il m'a coupé une partie du pouce, là. Rien de bien grave, là, mais à l'époque, j'étais jeune, ça m'a fait paniquer un peu. Finalement, on est en plein milieu d'un hike, on n'a pas le choix de continuer à marcher. Puis à peu près 200-300 mètres plus loin, il y avait des gens de l'armée qui étaient là, puis qui fouillaient les sacs des gens. Puis obviously, eux, ils cherchaient la drogue qui n'était pas là. Donc, ça, c'était une séance qui avait été un peu troublante de l'époque. Wow. Donc, c'était un beau réflexe de ne pas l'acheter. La première fois que j'étais en route vers le Venezuela, puis je me suis fait sortir d'un autobus par un local à peu près 10 minutes avant d'arriver à la frontière parce que il y avait des locaux qui parlaient en espagnol devant moi qui disaient qu'est-ce qu'elle allait faire aux 3 touristes avec leur backpack jusqu'au moment qu'on allait croiser la frontière. Des choses comme ça. Que, wow. À l'époque, je connaissais moins la langue, puis je me mettais dans des situations un peu plus plus tricky un petit peu, ouais, non, c'est ça, plus limite. Puis maintenant, c'est ça, l'espagnol est rendu une des langues que tu maîtrises ou? Oui, l'espagnol est une langue que je maîtrise. Puis en même temps aussi, tu sais, il y a beaucoup de ces pays-là qui ont changé énormément. Tu sais, le Panama, il y a 10 ans, puis malheureusement pas le Venezuela. Le Venezuela est toujours un pays complexe, là, mais tu sais, la Colombie, on parle de ça. Là, la Colombie, quand moi j'étais adolescent, était un pays qu'on ne voulait pas visiter. Là. Maintenant, c'est un des pays les plus visités du monde, puis c'est un des meilleurs pays à visiter du monde. Moi, malheureusement, c'est le seul pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale que j'ai jamais vu. Pour vrai? À cause qu'à l'époque que j'étais là-bas, c'était pas vraiment facile à visiter. Non, 100%. Tu sais, ça reste... le monde change, il faut laisser le monde changer, mais ouais, c'est ça. Certaines choses peuvent aller n'importe où, là. Autre point, écoute, le voyage qui t'a le plus changé, Nick? Je pense que le voyage qui m'a le plus changé, c'est mon premier gros backpacking trip en Europe, là. Je dirais que rien, je veux dire, mon voyage en Amérique du Sud avant était vraiment, vraiment super, puis c'était cool. Mais j'ai eu beaucoup d'aide dans ce voyage-là. J'ai eu beaucoup d'amis, j'ai des parents de certains de mes amis qui ont voyagé pendant beaucoup de temps avec nous. Tu sais, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide. Mon premier gros voyage seul en Europe, c'est vraiment là que, tu sais, c'est vraiment là que j'ai vraiment fait, OK, voyager, c'est ce que je veux faire le plus dans la vie. Puis ça me fait triper. Puis c'est un voyage où j'avais pas beaucoup d'argent. Okay.
Puis je faisais du couchsurfing tout le temps. J'ai rencontré plein de locaux. Puis, tu sais, je faisais du couchsurfing parce que j'avais pas d'argent. Puis en ce moment, je fais encore du couchsurfing dans plein de mes voyages, puis j'en ai de l'art. Parce que t'aimes juste ça. Parce que j'aime ça. Parce que ça me fait rencontrer du monde, ça me fait voir des endroits que j'ai pas vus, ça me fait communauté. Puis il y a plein de types de voyages. Moi, j'ai du temps en ce moment. C'est, tu sais, passer 3 jours avec quelqu'un, une famille, à quel endroit j'ai le temps de le faire. Je comprends que si tu fais 2 semaines de voyage, tu veux voir Londres au complet, couchsurfing, il prend pas le meilleur choix pour toi. Et après, tout le monde a ses raisons pour ces types de voyages. Mais je pense que mon voyage en Europe, c'est ce qui m'a fait le plus changer. Puis, ça m'a fait connaître tellement de monde. Je rencontre des gens que j'ai rencontrés dans ce voyage-là partout dans le monde maintenant qui voyagent encore ou qui ont déménagé en Asie ou peu importe, que je vais les voir encore. C'est que, non, je pense que c'est lui. Oui. Puis, quand tu voyages, tu te sens pleinement vivant. Puis, complète la phrase. Quand je me perds. C'est mon premier réflexe dans la vie. Je suis le genre de gars que, à l'époque, j'avais une carte de ville. Maintenant, j'ai mon cellulaire. Mais à l'époque, même encore aujourd'hui, le premier réflexe que j'ai dans n'importe quelle ville que je vois, c'est de juste commencer à marcher pour regarder mes maps. Puis, tu sais, c'est surprenant les endroits où tu peux te rendre. Il y a plusieurs années, je voyageais avec ma copine à l'époque puis sa mère. Puis, on était à Venise. Puis, j'avais été à Venise 4 ou 5 fois dans les 3-4 dernières années. Puis, je trouvais ça vraiment plate d'être à Venise encore. Puis une journée, elle me frustrait un peu, puis j'ai fait juste suis-moi. On s'est mis à marcher dans la ville, puis on a marché tellement longtemps et tellement loin qu'on voyait des skyscrapers. Il y avait des buildings à 10-15 étages. Il a fallu qu'on revienne en marchant sur l'autoroute parce qu'on était à Venezia, on n'était même plus à Venise. C'est mon premier réflexe, c'est de me mettre à marcher puis d'aller dans des endroits que les gens ne vont pas normalement. Après, c'est d'être conscient dans quel pays tu es. Ouais. Faire ça à Rio, à Sao Paulo, ou aller faire ça à Mexico City, c'est probablement pas l'idée du siècle. Mais en même temps, je l'ai fait encore. Je l'ai fait dans ces villes-là encore. Ça me fait triper. Oui. T'as laissé surprendre. Tu sais, pas arriver tout planifié avec un itinéraire fixe, mais t'as laissé surprendre par les choses que tu vois. Tu peux avoir un itinéraire fixe, c'est même pas ça. C'est plus pour moi, c'est... Tu sais, je me fais encore des listes. Je vais dans une ville pour la première fois, je me fais encore des listes de choses que probablement que j'aimerais voir. Je me fais plus d'horaire de « Hey, il faut que je le vois tel matin, tel soir, whatever ». Je tripe sport, par contre, là. C'est que, tu sais, j'ai fait des voyages de soccer avec des amis en Europe. Ça m'arrive encore de booker des événements sportifs ici et là, mais en général, j'essaie de laisser de la place à l'imagination. Puis on termine avec la question thème du podcast. Un fait wild sur toi que même ta mère, tes parents ne savent pas. Personne ne sait. Fait wild sur moi. C'est quand même comme ça complexe. Je suis quand même quelqu'un qui s'ouvre vraiment facilement. J'ai pas vraiment de face cachée à mettre le fait wild sur moi. Quand même, ma mère ne le sait pas, mais j'ai pas l'intention de revenir au Canada pour un bon bout. Okay. Vraiment, vraiment un bon bout. Mais sinon, le fait wild sur moi, écoute, la plupart des gens ne savent pas que j'étais prof au primaire. J'ai décidé pour être prof au primaire. Il y a personne, la plupart des gens qui ne savent pas que je parle 5 langues. Il y a pas mal de gens qui ne savent pas que c'est quoi les 5 langues? C'est quoi les 5 langues? Français, anglais, italien, allemand et espagnol. OK. Mais tu sais, je te dirais que je viens d'ouvrir un bar au Cambodge en plein milieu de la COVID-19. Ouais, ça, j'avoue. Comment ça me décrit bien. Tu sais, la plupart des gens, ils ferment leur business parce qu'ils n'ont pas assez de touristes. Moi, j'ai vu ça comme une opportunité. J'ai décidé d'ouvrir quelque chose. Tu sais, en me disant, hey, ça va coûter vraiment moins cher à ouvrir que ça coûterait normalement. Puis, tu sais, je pense que ça ressemble à ça, là. Un peu ma vie en général. Je pense pas que j'ai l'effet wow. Je pense qu'en général, je suis assez wow. Puis si on veut venir te visiter à ton bar, il s'appelle comment? Il s'appelle le Brass Monkey. Le Brass Monkey? Est-ce qu'il était nommé comme ça déjà ou vous avez repris ou c'est renommé par toi? Oui, en fait, j'ai deux de mes partenaires. Il y avait un autre bar au Cambodge qui s'appelait le Brass Monkey, qui était leur bar. Okay. Puis moi, j'ai trouvé un nouveau local, j'ai trouvé un nouvel endroit, puis je me suis associé avec eux, on a fermé leur bar, puis on l'a comme déménagé aussi, mais ça se ressemble tellement pas comme bar comparativement à ce qu'il y avait avant que
ouais, pour moi, c'est un nouveau bar, puis pour eux aussi, là, même pour tous nos clients, c'est un nouvel endroit, là, mais ouais. Puis puis si on veut te suivre, Nick, si on veut te suivre dans tes aventures, comme tu l'as dit, tu aimes ça poster Instagram, tenir un peu à jour de ce que tu fais. Où est-ce qu'on te suit? Ouais, ben regarde, il y a plein de moyens de me suivre. J'écris encore pour plusieurs journaux comme chroniqueur. J'ai une chronique que j'espère va revenir dans la presse très rapidement. Okay. Sinon, tu sais, j'écris pour des journaux internationaux un peu partout. Le meilleur moyen de suivre ça, c'est soit LinkedIn, soit mon Facebook ou peu importe, je pose ça sur Instagram. Sinon, Instagram, N, petite barre en bas, Synot, SYNNOTT. Mais sinon, tu sais, je veux dire, je voyage vraiment plus pour moi qu'avant. C'est que, oui, les photos, etc., c'est le meilleur moyen, mais c'est un peu ma recommandation à tout le monde. J'avais 12 blogs différents avant. Maintenant, je me concentre sur qu'est-ce que le voyage m'apporte. Puis, je le share avec les gens, mais c'est moins une priorité qu'avant. Ouais. Mais je tiens quand même à souligner que tu écris magnifiquement bien. Donc, vraiment, pour avoir lu quelques-uns de tes écrits et tout ça. Donc, bref, en espérant pouvoir continuer à te lire. Et sur ça, écoute, je te souhaite un bon matin, bon déjeuner. Moi, c'est le contraire. Je vais même me coucher. Merci énormément pour d'avoir pris le temps, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je suis sûre que ça va outiller et inspirer bien des gens. Puis, je rappelle aux gens que l'émission va être disponible ce jeudi. Alors, Nick, je te souhaite une super belle journée. Puis comment du bail en cambodgien, tu sais-tu? Le pire là-dedans, c'est que je le sais pas. Non, OK. J'ai vraiment honte de moi-même, là, mais pour vrai, là, tout le monde me parle en anglais. Il n'y a pas un Cambodgien qui me laisse parler. Écoute, ça sera une 6e langue à venir. Je peux te dire merci. À Kuntran. À Kuntran? Ouais. OK. À Kuntran, Nick. Ouais, salut. Bye. Bye.